il m'est donné d'évoquer avec vous la place majeure de la coupe d'éloquence au sein des activités de la DRAC. Au sein de la DRAC, la coupe d'éloquence, née en 1926, a pris dès ses débuts une place de choix. Il s'agissait d'une initiative du père Joseph-Marie d'Assonville, jésuite, et cette initiative, toute classique en apparence, tenait en réalité de l'avant-garde. L'art oratoire avait, dans notre pays, très longtemps occupé une place éminente au sein du cursus scolaire de l'enseignement secondaire, et ce jusqu'à la réforme des programmes scolaires de 1902, qui augmenta le volume horaire des enseignements scientifiques au détriment des humanités, et donna le cadre contemporain au collège et au lycée, dont nous connaissons encore les évolutions. Avant 1902, l'enseignement de la rhétorique, au travers des lettres latines et grecques, était une discipline majeure. On traduisait les grands orateurs antiques, on apprenait à écrire avec eux et on les commentait. Et c'était à cela que le père d'Assonville, et avec lui l'ensemble des religieux de la DRAC, avaient été formés au nom de l'acquisition d'une éloquence sacrée, au service de la prédication. Cette classe de rhétorique du XIXe siècle, par ailleurs, avait aussi formé leurs adversaires anticléricaux, parlementaires de la Troisième République, qui sont, avant d'être parlementaires, principalement des magistrats, des avocats, et qui avaient voté les lois anticléricales de 1901-1904, et qui, au sein des cartels des gauches, menaçaient de nouveau le droit des religieux. De surcroît, au regard de la figure fondatrice de la coupe, le père d'Assonville, qui était un jésuite, il convient de mentionner que l'enseignement de l'éloquence, de la rhétorique, était au cœur de l'enseignement jésuite, en bonne place au sein de la Ratio Studiorum de 1599, monument au service de la mission apostolique de la Compagnie. En 1926, au moment de la création de la Coupe DRAC, la rhétorique, fondée sur les humanités, n'est quasi plus enseignée dans les écoles depuis près de 20 ans. On lui préfère l'art tout aussi complexe, art voisin, l'art de la dissertation, qui est voisin du point de vue de la maîtrise du verbe et de l'argumentaire, mais qui est écrit, non proposé à la déclamation. Aussi, quand il décide de créer une cour d'éloquence, le père d'Assonville plonge dans une tradition très ancienne, celle des orateurs antiques, des orateurs de la scolastique médiévale, jusqu'à la classe de rhétorique du XIXe siècle. Mais pour autant traditionnelle qu'elle fut, sa coupe fut, pendant l'entre-deux-guerres, une vraie novation. Il n'y avait pas de concours analogue offert à la jeunesse française en 1926. L'apprentissage de l'éloquence était alors strictement réservé aux facultés de droit. Et cette singularité explique sans doute l'immense succès de la Coupe DRAC, destinée aux lycéens, appelée, en plus d'être certainement la plus ancienne de notre pays, à devenir la principale compétition du genre, et ce jusque très tard dans le XXe siècle. Une riche histoire dont il convient dès à présent de retracer les principaux jalons. Quelques mots tout d'abord sur la genèse de cette coupe d'éloquence. Aux origines de la coupe, donc, un projet porté par le père Joseph-Marie d'Assonville, que vous avez ici en photographie, décédé en 1944, jésuite. Le père d'Assonville avait été un aumônier héroïque pendant la Grande Guerre, grièvement blessé en octobre 1918, chevalier de la Légion d'honneur, et il était, avant et après la guerre, surtout impliqué dans la formation de la jeunesse. C'est un intellectuel, un homme de lettres, qui a participé notamment à la rédaction de la revue Études, et c'était surtout un professeur au collège jésuite d'Antoing, professeur en exil, puisque ce collège était situé en Belgique. Comme ancien combattant et comme religieux français en exil, il était bien naturellement membre de la DRAC, et à la fin de l'année 1925, il soumit un projet de coupe d'éloquence qui fut étudié par le conseil d'administration lors de sa séance du 16 janvier 1926. Et la création du concours fut approuvée à l'unanimité par les administrateurs de la DRAC. On connaît bien les motifs qui ont poussé le père d'Assonville et qui ont convaincu les administrateurs de la DRAC à fonder une telle coupe. Ces motifs sont consignés dans un fascicule conservé aux archives de la DRAC, fascicule de 1927, et donc qui explique pourquoi cette coupe a été fondée. Premièrement, des motifs pédagogiques. Je vais passer vite sur ces motifs. Il s'agit de convaincre les professeurs de l'utilité pour leurs élèves du concours. Mais surtout, disent les auteurs de ce fascicule, qui étaient des membres de la DRAC, je cite, « La DRAC a autre chose à faire que de la pédagogie. » Je continue, le vrai but de la coupe était d'organiser, je cite, à travers toute la France, un concours entre tous les élèves catholiques des maisons d'éducation pour dégager de leur ensemble une élite qui saurait défendre en public les libertés des religieux et toutes les libertés de l'Église,
intéresser la jeunesse à nos grandes questions religieuses pour qu'elle les regarde, les étudie, les comprenne, s'en imprègne et se lève pour les défendre par la parole. Ce sont donc des motifs qui tiennent de la prise de conscience déjà largement évoquée dans les précédentes interventions, des membres de la DRAC, de la nécessité d'associer la jeunesse au combat de l'association, et plus largement de l'Église catholique, combat qui concernait aussi la jeunesse, puisque ce cartel des gauches au pouvoir, outre l'expulsion des religieux, de nouveau, souhaitait aussi s'attaquer à l'enseignement libre, et ce dans sa globalité, établissement religieux comme un établissement diocésain. Il y avait donc urgence à associer la jeunesse des collèges de France aux causes défendues par la DRAC. Et ce projet de la coupe rejoint en ce sens cet actionnisme catholique qui se développa dans les années 20 et qui visait à structurer la jeunesse au sein de mouvements associatifs à des fins missionnaires, mais aussi politiques. Pour la DRAC, la coupe, devenue très vite un événement incontournable, fut le terreau, le laboratoire expérimental de la formation en 1932 de ce groupe des jeunes DRAC, évoqué tout à l'heure par Madame Guignot, qui était cette branche de formation de la jeunesse au sein des établissements scolaires, qui connaissait déjà la DRAC pour son concours d'éloquence, donc branche d'action au service de l'association et de ses intérêts. Le fascicule de 1927 que j'ai évoqué à l'instant, à cet égard, est très clair. Je cite, « Quant à la DRAC, elle a trouvé dans la coupe un de ses meilleurs moyens de propagande, non seulement dans les milieux de jeunesse catholique, mais aussi dans les familles de nos collégiens et par la presse auprès de la France entière. » Cette coupe connaît, dans l'entre-deux-guerres, un immense succès. La demi-finale et la finale de la première coupe, en 1926, sont placées sous le patronage du général de Castelnau et se déroulent à Paris, non loin d'ici, dans la salle des actes de l'Institut catholique. Cette coupe a eu lieu le 10 et 11 avril 1926, soit pour le dimanche de Quasimodo, une semaine après Pâques, devant une assemblée nombreuse et un jury prestigieux. Jacques Péricard, président de la DRAC, Henri-Constant Grousseau, député du Nord, Henri Guéon, célèbre écrivain catholique, membre du tiers-ordre dominicain, le père du Passage, qui est un immense théologien, directeur de la revue Études, le chanoine Jean Verdier, supérieur du séminaire des Carmes à l'époque, et quelques temps plus tard, futur cardinal archevêque de Paris. Elle vit 24 jeunes gens s'affronter, issus de 24 régions, et ce fut Jean Gallo, que vous avez sur la photographie en dessous de la croix bleue, jeune Lillois de 18 ans, scolarisé en classe de terminale au pensionnat des frères des écoles chrétiennes de Passy, qui avait eu à lui-même passer la frontière. C'était un pensionnat d'exil des frères Lassaliens, en exil à Froyenne en Belgique, qui l'emporta. Immédiatement, cette coupe jouit d'un succès immense, lié sans doute à son originalité, mais surtout appuyé par la presse, par des photographies que vous avez ici, par exemple, de la coupe 1927, qui sont conservées aux archives nationales. Donc, immense succès, relayé par une presse catholique ou non, et qui, à l'égard de la coupe DRAC, se montra particulièrement enthousiaste. Tout au long des années d'entre-deux-guerres, chaque coupe fut abondamment couverte par les quotidiens locaux, qui médiatisaient les sélections régionales en vue des finales et de la demi-finale. Je cite un florilège médiatique des journaux qui évoquent la DRAC. On trouve le Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, l'Écho Rochelet, la Gazette de Château-Gontier, que vous avez ici à l'écran dans un de ces articles, le Républicain du Haut-Rhin, le Petit Courrier républicain d'Angers, une foule de journaux, parmi lesquels on peut mentionner, et qui parlent de la DRAC de manière tout à fait laudative, la fameuse dépêche de Toulouse, farouchement anticléricale, qui ne tarit pas d'éloges, curieusement, sur la DRAC. Pour la finale et la demi-finale, on trouve des quotidiens nationaux qui évoquent la DRAC, La Croix, Le Figaro, l'Action française, le Petit Journal, le Gaulois. En 1926, 12 articles évoquent la coupe. En 1930, on en relève 31. On en relève plus de 40 en 1939. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la coupe DRAC est devenue un réel événement médiatique et servi par cette promotion médiatique et sans doute aussi par les efforts actifs de ce qu'on appelait la propagande, la communication
de l'association elle-même, les effectifs de participation à la coupe drague augmentèrent. Quelques chiffres. En 1927, dans cette coupe remportée par Léonce Bonduel de Marc-en-Barreuil, 84 institutions participent à la coupe. En 1937, c'est 160 institutions qui concourent, ce qui mobilisa environ 800 jeunes gens. En 1939, on comptabilise 283 institutions qui participent à la coupe drague. Et au total, de 26 à 39, c'est plus de 360 écoles secondaires qui furent concernées par le concours, répartis en comités. Donc vous avez ici la liste des comités, des finalistes, des champions des comités en 1930, répartis en comités régionaux qui eux-mêmes n'eurent de cesse d'augmenter, passant de 24 à la création de la coupe à plus de 30, avec comme dernière entrée en 1939 le comité d'Issoudun. Donc un immense succès de la coupe dans l'entre-deux-guerres. Participe au concours une très grande variété d'écoles, de très grandes institutions urbaines. Pour ne citer que les institutions parisiennes, eh bien, on peut mentionner Stanislas dans les années 30, Saint-Jean-de-Passy, Sainte-Croix de Neuilly, Franklin, Saint-Louis de Gonzague, les Francs-Bourgeois. Mais on y trouve aussi une foule d'institutions locales, pour n'en citer que quelques-unes. En 1926, Sainte-Marie de Rion, en Auvergne, Sainte-Marie de Saint-Chamond, dans la Loire, Notre-Dame de Bétarame, près de Lourdes, des petits séminaires, le petit séminaire doré, de la Flèche, de Montauban, par exemple, des établissements de communautés religieuses non rentrées de leur exil, le pensionnat lassalien de Passy-Froyenne, en Belgique, par exemple. On peut aussi mentionner quelques grandes institutions publiques, alors qui ne participent pas en leur nom propre, mais qui participent, ce sont les aumôneries des institutions publiques qui participent. Alors, dans ce cadre-là, des institutions, les grands établissements scolaires de l'Alsace et de la Moselle concordataire, et puis à Paris, on a eu aussi des participations des aumôneries de Janson de Sailly, de Louis le Grand, ou encore d'Henri IV. L'école des Roches, sous la direction d'André Charlier, qui était un fervent catholique, bien que laïque, participa elle aussi dans les années 30 à la coupe Drac. Et le triomphe à la coupe Drac à l'époque, j'ai cité quelques grands noms d'institutions, eh bien, n'est pas, je vais citer un mot compliqué de géographie, mais le triomphe à l'époque n'est pas à la macrocéphalie francilienne. Le premier vainqueur est un Lillois, puis suivent un Jurassien, un Messin, un Bordelais, un Lorientais, un Nîmois, et l'institution la plus redoutable dans les années 30, lauréate à 6 reprises en 27, 29, 32, 33, 34 et 35, fut du collège de Marcq, dans le département du Nord. Quelques mots sur la Seconde Guerre mondiale et les innovations de la coupe, les évolutions de la coupe dans les années 50. La Seconde Guerre mondiale vint bouleverser la drague, et avec elle la coupe. Cette dernière ne put se tenir dans ses circonstances habituelles et fut réduite à des coupes régionales au sein des établissements. Elle ne put reprendre qu'à la fin des hostilités en 1946. Et le journal de la drague de décembre 1945, dont le gros titre était « Drague existe toujours », s'en fait l'écho. Je cite, « Et elle aussi, la coupe enchantée que l'on avait été obligé de remiser sous vitre pour éviter qu'elle ne fût brisée, la voici qui se réveille sous la baguette magique du père Thoras et entreprend son nouveau tour de France. » Cette coupe, qui eut lieu les 27 et 28 avril 1946, fut, comme sous l'entre-deux-guerres, un immense succès. Le révérend père Thoras, le père Mariste, secrétaire général de la coupe, eut au sujet de cette édition 46 ce mot, je cite, « Conclusion, on ne manquera pas d'orateurs pour les campagnes sociales et politiques des années à venir », et il avait vu juste. Dans les années 50, la participation à la coupe Drac reprit ses chiffres d'avant-guerre et se tint de nouveau avec son faste d'avant-guerre, tant pour la finale parisienne que pour les sélections au sein des comités régionaux. Pour n'en donner qu'un exemple, en 1954, l'étape régionale nantaise fut présidée par Pierre-Henri Tedjen, fils d'un illustre avocat parlementaire de la Troisième République, un proche du général de Castelnau, lauréat de la coupe en 1926, professeur de droit, résistant, parlementaire et plusieurs fois ministre sous la Quatrième République avec des portefeuilles d'importance. Garde des Sceaux, à l'outre-mer, c'est-à-dire les colonies, à l'information, l'outre-mer, les colonies, c'est des colonies à l'époque, à l'information, à la défense nationale, vice-président du Conseil et président du MRP, qui avait pignon sur rue à l'époque, dans la vie politique de la France de la Quatrième République, c'est-à-dire les chrétiens démocrates. La période des années 50 vit pour la coupe une innovation majeure, l'introduction des filles en 1953, en parallèle de la création d'un concours écrit à destination des collégiens, lequel devait faire connaître
la DRAC aux plus jeunes. L'arrivée des filles en 1953 avait été motivée par l'effort des comités DRAC féminins en Alsace, lesquels donnèrent le la au développement d'autres groupes féminins dans tout le pays. Interpellés par ce mouvement, les dirigeants de la DRAC décidèrent d'organiser en Alsace uniquement une coupe féminine en parallèle de la coupe régionale garçons, qui devait être un essai. Le journal de DRAC d'avril 1953 précise qu'il s'agissait d'un essai poussé par la modernisation de la société. Je cite, « Nous n'en sommes plus au temps où les jeunes filles ne prenaient guère de part d'une manière directe ou indirecte à la vie extérieure, à la vie politique de leur pays. On peut le déplorer, mais le fait est là. Laissons les vieux retardataires le regretter. » 3 petits points. Au terme de la compétition, bien que prudents à l'origine, les membres de la dirigeants de la DRAC s'en trouvèrent pleinement satisfaits et décidèrent d'étendre la coupe féminine à l'échelle nationale pour la coupe 54. Vous avez ici la première lauréate de la coupe, mademoiselle Jacqueline Boulanger du Sacré-Cœur de Klensheim en Alsace. Et puis pour la coupe 54, ici, photographie donc, de la finale parisienne avec donc, les premières demoiselles lauréates de cette coupe 1954. Quelques mots sur le déroulement de la coupe d'hier à aujourd'hui. Retracer le déroulement de la coupe de 26 à nos jours a été pour moi une tâche assez aisée. Alors d'une part, les archives de la DRAC sont extrêmement abondantes à ce sujet, et d'autre part, la coupe n'a quasiment pas changé depuis 1926. Cette coupe, je l'ai vécue, et je pense avoir vécu peu ou prou, à quelques changements près, la même expérience que le premier lauréat de la DRAC en 1926, Jean Gallo. C'est une coupe qui n'a guère changé, et ce qui fait encore aujourd'hui sa grande originalité. Elle n'a rien changé du point de vue de ses exigences. C'est un concours, cette coupe DRAC, donc qui, en 1926, mais encore aujourd'hui, est ouverte aux lycéens, et il s'agit, disent les règlements de la coupe dans les années 30, d'un concours populaire sur un thème d'actualité. Dans les années 30, les sujets de la coupe, les sujets proposés donc à la réflexion pour les jeunes gens, sont en lien direct avec les combats de la DRAC. En voici quelques exemples. Le premier sujet, quelles raisons ont les jeunes d'aujourd'hui de défendre les droits des religieux? Après-guerre, ces sujets se sont diversifiés, alors ils se sont allongés, et ont porté sur des thèmes qui étaient plus liés à la commémoration des 2 conflits mondiaux, et aussi des sujets propres à la société des Trente Glorieuses, et qui tiennent à cet égard de la réflexion philosophique. On peut regarder par exemple le sujet 1966, à l'auditoire des jeunes étudiants, futurs cadres de la cité, vous exposez comment vous apparaît le rôle social et humain du chef d'entreprise. De nos jours, à l'heure du centenaire de la DRAC, les sujets alternent entre ces 3 ensembles, sujets patriotiques qui tiennent de la commémoration de la guerre, ne pas subir en 2017, la fameuse phrase du devise du maréchal de Lattre. L'an passé, à l'heure du centenaire de la DRAC, eh bien, un sujet qui portait sur le cri du père Doncoeur, une question sur l'honneur, pour l'honneur de la France, nous ne partirons pas. Et puis, je vous invite par ailleurs à assister à la future coupe. Pour 2025, un sujet plus philosophique. Dans notre monde rempli de bruit et d'écran, le silence a-t-il encore sa place et quelque chose à apporter à l'homme? Cette harangue, en 1926 comme aujourd'hui, doit durer entre 10 et 15 minutes et être déclamée, je cite, non sur le ring, disent les règlements, ou sur un cours, mais à la tribune. En outre, interdiction pour le candidat de lire son discours qui peut être entièrement déclamé. Et une fois leur discours prêt, 3 grandes épreuves attendaient les candidats. Une de ces épreuves médianes, je vais y venir, a disparu. La première éliminatoire, qui existe encore, en établissement, lesquels donc, chaque établissement devait, selon ses propres modalités, choisir son propre champion. Cette étape existe encore aujourd'hui, mais de nos jours, les candidats choisis par leurs établissements, se rendent directement en demi-finale. À l'époque, et ce jusque dans les années 60, en raison de la participation massive des institutions qui se comptaient par centaines à la coupe, eh bien, une seconde éliminatoire organisée en comités régionaux, un jury régional, eh bien, devait départager un champion régional. Et ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que ces sélections en comités régionaux, eh bien, revêtaient une importance toute particulière, dûment mentionnée dans la presse. C'était des événements, ces coupes régionales, incontournables dans la vie des diocèses de l'entre-deux-guerres et des lendemains de la Seconde Guerre mondiale. Et pour s'en rendre compte, on peut s'appuyer sur ce programme conservé au sein des archives de la DRAC, des sélections régionales de Nantes en 1939, présidé par Monseigneur Villepelé, archevêque de Nantes,
accompagné d'un jury local très prestigieux, parmi lesquels des responsables d'associations catholiques, le grand bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes, 4 parlementaires de ce département qui s'appelait à l'époque le département de la Loire inférieure, un conseiller régional. On notera la présence unique d'une femme de lettres, Madame Allotte de la Fuyée, qui était une nièce de Jules Verne, un personnage illustre de la cité ligérienne. Cette sélection nantaise était animée à l'arrivée de l'archevêque par une fanfare chargée de redonner entre autres l'hymne pontifical, puis de différents discours, et puis bien sûr les discours des candidats et la remise donc d'une coupe régionale qui était donc le sésame qui allait permettre aux candidats locaux de concourir en demi-finale. J'en viens à la demi-finale et à la finale parisienne. Elles avaient lieu dans l'entre-deux-guerres en la fête du dimanche de Quasimodo, dans le calendrier liturgique traditionnel, c'est-à-dire une semaine après la fête de Pâques, dans la grande salle de l'Institut catholique. Depuis, la date n'est plus calée sur cette échéance liturgique, mais demeure fixée aux alentours de la mi-mars, avec une exception historique pour la période du Covid-19, en 2020-2021, où la demi-finale fut visionnée, autre-temps, par le jury et la finale, par le jury, et la finale dut se tenir en effectif réduit, mais non moins sympathique, à l'orée des vacances d'été, car le printemps était malheureusement confiné. Quant au lieu, de nos jours, il varie, locaux de la DRAC, foyer et école catholique pour la demi-finale, mairie d'arrondissement, cadre tout aussi prestigieux, 7e ou 16e arrondissement en général. Le jury de la demi-finale et de la finale est composé de membres de la DRAC. Le jury de la demi-finale, membres de la DRAC, divisé, et c'est encore le cas par ailleurs, en groupes d'à peu près 10 personnes, qui pendant une journée écoutent patiemment, de nos jours encore, les différents candidats. Après la délibération, le soir, 6 candidats étaient sélectionnés, ce qui est encore le cas de nos jours, mais avec le découpage 3 garçons, 3 filles. À l'époque, dans l'entre-deux-guerres et jusqu'à dans l'après-seconde guerre mondiale, les candidats qui ne passaient pas le matin, eh bien, tandis que d'autres passaient l'après-midi, eh bien, avaient droit à une grande promenade pour découvrir la capitale. Beaucoup venaient de province, et pour vous donner une idée, j'ai un programme ici de la Coupe 1927. Eh bien, la DRAC organisa la visite de Notre-Dame, de Saint-Sulpice, du quartier de l'Opéra et de la Madeleine. Un déjeuner, bien sûr, leur était fourni. Et puis l'après-midi, quand ceux du matin étaient rentrés de leur promenade, et bien ceux de l'après-midi qui étaient passés pour donner leur discours, et bien, à leur tour, découvraient Paris. De nos jours, si le déroulé en groupe de la demi-finale n'a guère changé, une très belle innovation a été rajoutée il y a une vingtaine d'années à cette journée, la cérémonie du ravivage de la flamme sous l'arc de triomphe, avec dépôt de gerbes par la présidence de la DRAC, moment d'une intense émotion pour les candidats, pour reprendre le mot d'Alain Touzat dans son ouvrage. Le dimanche est consacré à la finale. Les candidats, à l'époque, se réunissaient le matin pour une messe dominicale particulièrement matinale en la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, qui avait lieu à 7 heures. Et puis ensuite, en passant par les beaux quartiers, ils s'acheminaient, avec comme point d'orgue de la balade la visite de la Sainte-Chapelle, vers la salle des actes de l'Institut catholique pour la séance solennelle. De nos jours, la messe a toujours lieu, mais dans un horaire un peu moins matutinal, en divers lieux, ces dernières années, en la chapelle du foyer Don Bosco, mais elle a pu avoir lieu, cette messe, en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois ou encore en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Donc, au moment de cette séance solennelle, qui a lieu dans l'après-midi à 14h, c'est encore le cas de nos jours, après proclamation des résultats, qui est finaliste, alors, ces résultats étaient encore ignorés des candidats de la veille, devant un jury spécial constitué de membres éminents de la DRAC, religieux, supérieurs de communautés religieuses, mais aussi d'acteurs de la société civile, les 6 finalistes redonnent leur discours. Alors je cite quelques autres noms prestigieux de membres du jury des années 30. On peut citer un ministre, Georges Rivollet, ministre des Pensions dans le gouvernement d'Union de février 1934, qui était secrétaire général de la Confédération nationale des anciens combattants, de grands journalistes, parmi lesquels Jean Guiraud, rédacteur en chef de La Croix, des écrivains catholiques, José Germain, Maurice Briand, des avocats, Jean Perrin, Edmond Bloch, le fondateur de la CFDT, Jules Zirned, qui est l'oncle d'André Zirned. CFDC, pas CFDT. CFDC, pardon, autant pour moi. Lapsus malheureux.
Monseigneur Georges Choquet, à l'époque vicaire général de l'archidiocèse de Paris, futur évêque de Langres et de Tarbes-Lourdes. Et puis, et c'est encore le cas de nos jours, des anciens lauréats. De nos jours, il y a toujours, quasiment toujours, d'anciens lauréats parmi les membres du jury. Pour vous donner un exemple, Jean Gallo, lauréat en 1926 de la Coupe, fut au jury pendant au moins 5 éditions. Et au terme de ces discours, donc ils redisaient leur discours de la veille, c'est encore le cas aujourd'hui, les candidats se retiraient pour préparer en 15 minutes la dernière épreuve de la Coupe, redoutable épreuve de 5 minutes qui sert à départager les finalistes en cas d'égalité, ce qui n'était et ce qui n'est pas encore de nos jours rare au regard de la qualité oratoire des différents jouteurs. Ce sujet d'improvisation, dans les premières années de la Coupe, était lui aussi centré sur les combats de la Drac et de la France catholique. Sujet 1948, vous êtes dans une réunion publique et vous avez entendu mal parler des religieux, c'est être inutile. Que répondez-vous pour relever ces injures? De nos jours, cette épreuve revêt des thèmes plus divers, en apparence plus légers, mais tout de même encore très redoutables. Alors, un petit florilège des derniers sujets d'improvisation, qui sont des questions, en particulier celles du milieu extrêmement française. Je rappelle les instructions fondatrices de la Coupe, un concours populaire sur un thème d'actualité d'importance pour les Français. Donc, cuisine à l'huile ou cuisine au beurre. Et puis dernièrement, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Après cette dernière épreuve et la délibération du jury, les résultats finaux étaient donnés et le vainqueur recevait des mains du président du jury la coupe et le fanion de la Drac, fanion qui serait alors pieusement exposé dans son institution, pieusement et fièrement exposé, jusqu'à la prochaine. Alors pour conclure, des années 70 à nos jours, quel lendemain pour la coupe Drac. Dans les années 70, la disparition progressive des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, religieux et laïcs, et avec eux des combats politiques de la Troisième République, à une époque où les questions liées à la place de l'enseignement libre et des religions en France avaient disparu, quoique la coupe Drac, il est vrai, amorça, on peut le dire, une forme de déclin. Ce déclin était aussi très certainement, alors déclin du moins dans la participation, pas dans la qualité. Ce déclin était aussi très certainement lié à la sécularisation de notre pays, avancée dans les années 60-70 avec les bouleversements de mai 68 et puis du Concile Vatican II. Cette sécularisation devait toucher de plein fouet bon nombre d'institutions scolaires catholiques, au sein desquelles la place de la religion, de la vie religieuse et de ses combats eut de moins en moins d'importance. À l'heure où le clergé enseignant, qui a encouragé la participation à la coupe, commençait lui-même à décroître. Ces différents facteurs expliquent la chute des effectifs des participants à la coupe et la suppression dans les années 60 des comités régionaux. Le décès en 1975 du père Ferrand, de la Société de Sion, président et membre historique de la Drac, grand promoteur de la coupe, ne veut rien arranger à cette situation. Néanmoins, la coupe existe toujours, sous la direction actuelle et depuis de longues années de Madame Munier, ici présente. La coupe existe toujours selon les mêmes modalités en termes d'exigence qu'en 1926. Elle a vu concourir dans sa longue histoire plusieurs dizaines de milliers de jeunes gens, puisqu'il faut s'imaginer que c'est au moins 800 candidats qui, dans l'entre-deux-guerres et dans les années 50, participaient à la coupe. Plusieurs dizaines de milliers de jeunes gens issus de plus de 510 institutions, et l'an prochain, notre coupe fêtera ses 100 ans. Et de nos jours, la coupe réunit chaque année, non plus des milliers, mais toujours plusieurs centaines de candidats, au moins 300, 400 si on part de la base des institutions, des écoles, issus de prestigieuses écoles catholiques, certaines ayant déjà participé à la coupe par le passé, candidats toujours extrêmement motivés pour discourir sur les thèmes proposés par la Drac, lesquels les invitent à poser un regard réflexif, à poser un regard combatif, je dirais, d'action civique, pour reprendre le nouveau nom de la Drac, un regard donc d'action civique sur notre société, au service de la défense des valeurs françaises, des valeurs catholiques qui sont celles de la Drac. Et pour conclure, j'ai envie de citer un terme qu'on retrouve très souvent au terme des articles du journal de Drac au sujet du succès de la coupe d'hier à aujourd'hui. Bravo les jeunes, ça suit.